Bien le bonjour et bienvenue dans ce format podcast des lectures anciennes où je vous lis des extraits de livres d'un autre temps. Aujourd'hui, je vous présente à nouveau le mariage dans ses devoirs, ses rapports et ses effets conjugaux au point de vue légal, hygiénique et moral du docteur Garnier, édité entre 1880 et 1890. Attention, notez bien qu'il vous faut recontextualiser et vous remémorer un peu ce qu'était le 19e siècle. Certes, on a fait du chemin entre-temps, mais ce n'est pas si loin non plus, et à cette époque, on pensait entre autres ainsi. C'était effarant, je sais, mais c'est notre histoire et maintenant on peut un tant soit peu en rire, non ? Bien qu'il y ait encore des avancées à faire concernant certains sujets qui sont aussi abordés en parallèle dans ce livre, effectivement. Sur ce, je vous laisse avec le docteur Garnier. Indications et contre-indications du mariage. Le mariage est un acte trop grave pour s'y résoudre à la légère et sans de mûres réflexions. Avant de te marier, dit la sagesse, regarde bien ce que tu fais, car ce jour-là, tu te sauves ou tu te perds. Te curas o te matas, dit énergiquement le proverbe espagnol. La félicité ou le malheur de toute la vie dépend en effet de se marier bien ou mal. On ne saurait méconnaître l'importance de bien choisir la personne avec laquelle on doit passer le reste de sa vie sous le même joug, comme l'indique le mot conjugaux. Heureusement, de grandes probabilités de certitude existent pour se guider dans ce choix. Pour se marier, comme pour s'associer, chacun doit le faire avec son égal par l'analogie d'âge, de conditions sociales, de fortune, d'éducation, de caractère, de sympathie. Si deux époux ne forment un couple bien proportionné, l'un ou l'autre en souffrira, sinon tous les deux, comme dans les unions inégales. Prends pour épouse la femme que tu choisiras pour amie si c'était un homme, dit encore la sagesse, car les plus tristes conséquences sont à redouter d'une union qui n'est pas cimentée par une sympathie mutuelle, une estime réciproque. On ne peut augurer que des suites fâcheuses des mariages conclus à la hâte d'après des considérations d'intérêt, de nom, de position ou de profession, sans consulter les goûts, les penchants, les caractères, ni les antécédents. La santé des futurs, ce bien si précieux, si essentiel à l'avenir du mariage, est surtout négligé. Que les parents vivent ou ne vivent pas, on ne s'inquiète nullement de leurs conditions de santé. La constitution, le tempérament, les prédispositions, les maladies des futurs sont passés sous silence. Ce sujet est réputé trop délicat pour en parler. On discute en détail toutes les conditions pécuniaires du mariage sans prévoir les infirmités ni les maladies qui peuvent en empoisonner et en abréger le cours. De là tant d'unions stériles et de séparations. Ignorance, légèreté ou intérêt, ambition ou vanité, peu importe, dit le docteur Bouchu, mais il est certain que l'homme ne prend aucun souci de ses unions ni de sa postérité. Pour satisfaire son amour-propre ou sa cupidité, il néglige de faire pour sa famille et pour lui ce qu'il réalise avec tant de soin dans l'accouplement des races animales. Oubliant toute considération de moralité et imprudent à l'excès, il livre au hasard l'acte de sa vie qui devrait être tout particulièrement l'objet d'une attention spéciale et il fait, à l'aventure, souche nouvelle de vices, de vertus, de maladies ou de difformités. Tout ceci tiré de Hygiène de la première enfance, Paris. Beaucoup de jeunes gens acquièrent de bonne heure, la taille et la force organique requises pour le mariage. C'est ainsi qu'ils se marient plutôt dans les campagnes. Dans les grandes villes, au contraire, où le genre de vie stimule davantage les besoins physiques et moraux de l'érotisme et de l'affectionnivité, on observe que la jeune fille perd sa fraîcheur et sa gaieté si ses besoins ne sont pas satisfaits. L'anémie, ou plutôt la chloroanémie, en résulte avec pâleur, maigreur, tristesse et indifférence. Le mariage peut alors être favorable, et s'il se fait trop attendre, l'onanisme, l'affectionnivité clandestine peuvent en être la conséquence. Mais il ne faut pas confondre avec ces apparences subites et passagères l'anémie essentielle, progressive, ni la chlorose constitutionnelle contre-indiquant formellement le mariage. Les matrones et les empiriques peuvent seuls le conseiller car il est insensé d'exposer une personne délibitée, épuisée à 1000 causes nouvelles de dépression sous prétexte de la guérir. D'autres fois, c'est un jeune homme qui compromet sa santé et la fortune de ses parents par ses débauches, et l'on pense alors que le meilleur serait de le marier pour lui mettre, comme on dit, un peu de plomb dans la tête. Presque jamais le mariage n'est un remède dans ce cas, car le libertinage a souvent rendu ces jeunes gens impuissants et la nouvelle union achève de les énerver.
Le lit est leur supplice. D'ailleurs, comment espérer la prudence et la fermeté nécessaires pour diriger une maison et élever une famille de jeunes gens qui ont passé leurs plus belles années dans la dépravation et le désordre? Trop souvent, on conseille légèrement le mariage aux jeunes filles chlorotiques, hystériques ou atteintes de maladies nerveuses. C'est un tort dont les médecins ne comprennent pas assez la responsabilité en provoquant ces unions secundum artem. On dit « le mariage arrangera cela ». La panacée est bonne, on connaît celle-là. La future est trop maigre, un mariage en graisse. Trop grasse, il la maigrit. Bossue, il la redresse. Ce sont là des billevesées d'un autre âge. Les médecins anglais considèrent le mariage dans ce cas comme préjudiciable à la société. Monsieur Briquet dit que cette recette expéditive de marier indistinctement toutes les hystériques n'a de fondement sérieux ni en théorie ni en pratique. Car si le mariage guérit l'hystérisme, il le fait moins en répondant aux besoins physiques de l'érotisme qu'aux nécessités morales et aux exigences du cœur. Autrement, le mal persiste et peut même s'exaspérer. D'une victime, on en fait deux pour toute la vie. En général, on peut assurer que le mariage, considéré comme remède, ne remplit pas l'indication qu'on se propose ou n'en est pas le seul. Par sa fatale hérédité, l'hystérie bien constatée chez la jeune fille est même une contre-indication formelle du mariage. Un tiers des femmes très nerveuses qui peuvent donner naissance à des filles hystériques engendrent des enfants scrofuleux ou rachitiques. Elles paraissent même condamnées, sauf de rares exceptions, aux avortements ou à des accouchements laborieux. Leur enfant, arrivé à terme, meurt dans une proportion épouvantable, s'élevant jusqu'à 60 ou 600, je ne sais pas trop comment c'est écrit, dans la première année au lieu de 25. Chiffre moyen de la mortalité chez les autres. Quant aux survivants, sur 220 filles nées de 100 mères hystériques, 124 le sont devenues comme elles et 5 ont eu des convulsions. Si donc le mariage est utile pour quelques hystériques, il n'est d'aucun profit pour la plupart. Il leur est même préjudiciable puisqu'on ne peut prédire à leur race que souffrances, maladies et une mortalité considérable. Une variété d'hystéroépilepsie peut être provoquée exclusivement par l'absence ou l'excès des règles, les érosions et les ulcérations du col de la matrice ou d'autres maladies de cet organe. Des femmes et des filles regardées comme épileptiques ont été subitement guéries de leur accès par la disparition de ces accidents locaux. Il est donc prescrit, dans les cas obscurs, irréguliers, mal caractérisés de ces accès, d'examiner au moins ces organes, d'interroger avec soin leurs fonctions et d'en établir les moindres dérangements. La loi rendant le mariage indissoluble, la raison et la prudence prescrivent de ne pas le contracter sans la certitude que les fiancés réunissent l'aptitude physique et morale nécessaire à son but. Car si parfois il peut être un remède, sa réalisation devrait toujours être soumise à l'avis du médecin. Les caractères de l'impuissance et de la stérilité sont indiqués plus loin. L'aptitude de la femme pour l'accouchement en particulier devrait toujours être constatée préalablement au mariage. L'amour et la prudence des parents ont à suppléer à cet égard au silence de la loi qui a causé bien des victimes. Les vices de conformation et le rétrécissement du bassin au-dessous de 3 pouces du diamètre antéro-postérieur rendent ainsi l'accouchement impossible par les voies naturelles et l'on sait à quel danger la vie de la mère et celle de l'enfant sont exposées dans ce cas. Mais, il faut le dire, ce rétrécissement ne s'observe guère que chez les femmes petites, boiteuses, difformes ou rachitiques. En faisant cet examen chez la femme, il y a aussi à prendre en considération la dimension de la tête et des épaules de l'homme, par cette raison que l'hérédité ne vient pas seulement du volume partiel, mais aussi du volume intégral du corps. Une grande disproportion de taille entre les époux est encore, d'après certains auteurs, une cause d'avortement, comme on le verra. Sauf les cas d'interdiction légale relevant de la démence et de la folie, par le défaut de liberté morale et de libre consentement, aucune maladie n'empêche le mariage, d'après la loi, et pourtant bien des affections devraient l'interdire ou le faire annuler et mériteraient de fixer l'attention du législateur, car elle perpétue une race de sujets abâtardis. La syphilis notamment, qui se communique par le mariage et se transmet même aux enfants, devrait être une cause d'empêchement absolu tant que la guérison n'est pas bien constatée par le temps. Beaucoup de médecins, disait encore tout récemment le docteur Karl de Montélimar, d'après un fait d'empoisonnement de la mère, de l'enfant et de la nourrice, sont encore aujourd'hui trop faciles pour permettre le mariage à leurs malades syphilitiques.
On ne saurait être trop prudent quand il s'agit d'interdire l'entrée de la famille à ce terrible fléau, et ce n'est pas trop attendre pour contracter le mariage qu'une année au moins se soit passée sans manifestation de la maladie. Tiré de Lyon Médical. Nous ajouterons que l'usage des bains sulfureux comme pierre de touche est encore nécessaire pour confirmer une guérison complète. Aux yeux de l'hygiène, la prédisposition à des maladies analogues, sinon semblables, est une incompatibilité grave, un empêchement physiologique au mariage. Les maladies héréditaires sont pour le docteur Serrurier des motifs rigoureux d'éloignement de toute alliance. Il ne suffit même pas qu'elles aient mis un certain intervalle à se manifester pour les regarder comme guéries. L'effet de l'atavisme est toujours à redouter. Les familles doivent donc consulter leur médecin à ce sujet et, au lieu de craindre d'entendre la vérité, l'encourager à s'expliquer catégoriquement. C'est le devoir des pères et mères avant d'arrêter ou de conclure un mariage. Au lieu d'une enquête pour la forme sur l'origine constitutive des jeunes gens, des renseignements pris ainsi avec sagesse et donnés consciencieusement ne permettraient pas de confondre, d'unir par ces alliances de simples prédispositions maladives et de favoriser ainsi le développement d'affections d'autant plus rapides et graves qu'elles rencontrent un terrain vierge disposé à les féconder et à les perpétuer. Tiré du mariage considéré dans ses rapports physiques et moraux, Paris 1845. Une distinction est pourtant à établir sur ce rapport entre les maladies que le croisement intelligent des constitutions peut amoindrir ou conjurer et celles qui se reproduisent fatalement par la génération avec un accroissement d'intensité. Les premières sont les diathèses, c'est-à-dire les simples prédispositions à telle ou telle maladie héréditaire, tandis que les cachexie, et qui sont déjà la manifestation de ces maladies, cancer, syphilis, tuberculose ou rachitisme, ne permettent guère d'en espérer la modification. Leur marche inéluctable entraîne au contraire la disparition des familles dans un temps plus ou moins rapproché. Les moyens propres à prévenir ces conséquences seront d'ailleurs indiqués à la prophylaxie de l'hérédité des maladies. Malheureusement, on ne tient pas assez compte de ces préceptes physiologiques dans la conclusion des mariages et la liberté individuelle est d'autant plus respectable dans ce cas que l'affection du cœur, l'amour, ne se raisonne ni ne se discute et que l'examen physique est vexatoire et indécent. Le mariage dans ses suites peut aggraver d'autres maladies, soit par les excitations répétées ou les efforts de l'accouchement, comme les inflammations chroniques du bassin, le cancer de l'utérus, les hernies irréductibles, les anévrismes du cœur et des gros vaisseaux, la phtisie pulmonaire, les affections cérébrales, etc., etc. La solidarité physiologique et morale créée entre les époux par le mariage est aussi la cause de nombreuses maladies. S'il est, comme on l'a dit, Madame de Staël, l'égoïsme à deux, il est également la santé ou la maladie à deux. Il est impossible que la cohabitation intime et continuelle d'une personne saine avec une autre qui ne l'est pas n'engendre des inconvénients et des dangers. Outre les maladies contagieuses comme la syphilis, beaucoup d'autres affections qui ne le sont pas se communiquent ainsi, notamment la phtisie pulmonaire. Les dangers pouvant résulter de la transmission héréditaire des prédispositions morbides et des maladies ainsi que des unions consanguines vont être indiqués immédiatement pour mettre les familles et les futurs en garde contre ces unions désastreuses. Les avantages du mariage. Contracté à l'âge et dans les conditions voulues, le mariage est une source de félicité pour l'individu et une garantie sûre de moralité et d'ordre pour la société. En mettant en jeu toutes les forces et les activités des individus, il exerce une influence bienfaisante qui se traduit par la santé, l'amélioration des mœurs et la longévité. En raison même de ses devoirs et de ses charges, de l'avenir de ses enfants, l'homme marié se rattache plus étroitement aux grands principes du droit et de la justice. Se marier n'est donc que l'accomplissement d'une obligation morale. Les mariés vivent plus que les célibataires. Ce fait indiqué par le raisonnement et confirmé par les statistiques de tous les temps. Sur 100 individus de 25 à 40 ans, il meurt 28 célibataires et seulement 18 mariés du même âge. Pour 78 mariés arrivant à 42 ans, il n'y a que 40 célibataires. La différence est encore plus notable après cet âge. Sur 100 individus de 60 ans, il n'y a que 22 célibataires contre 48 mariés et à 80 ans, il y a 3 mariés pour un célibataire. Jamais un de ceux-ci n'a dépassé 100 ans. Ces avantages sont confirmés par la statistique suivante de Casper de Berlin.
L'énorme différence en faveur des mariés de 20 à 45 ans explique comment les célibataires dont les rangs se sont éclaircis pendant cet âge la regagnent ensuite jusqu'à 80 ans, bien que les mariés aient encore l'avantage d'arriver aux extrêmes limites de la vie. Étudié en Écosse pendant 9 années consécutives par Monsieur Stark, cette heureuse influence du mariage résulte également des chiffres officiels suivants. La durée moyenne de la vie en est donc aussi augmentée, de 59 ans et demi pour les hommes mariés, elle n'a été que de 40 pour les célibataires. C'est donc une chance de 19 ans et demi de vie en faveur des premiers. Les recherches de M. Bertillon, faites en France, en Belgique et en Hollande, ont confirmé cette longévité. L'avantage n'est pas aussi marqué pour les femmes, comme on le comprend d'avance par les dangers qu'entraînent l'accouchement et les maladies qui en sont la conséquence. Il est nuisible avant 25 ans en France et 20 ans à Paris, d'après la mortalité des femmes. Le mariage prématuré est donc aussi préjudiciable à la femme qu'à l'homme. Avant 20 ans, l'enfantement en est la cause de 25 à 30, mais au-delà, son influence est avantageuse d'une manière croissante jusqu'à 55 ans. En effet, 1000 femmes sur 50 à 55 ans n'ont donné que 15 à 16 décès, tandis que 1000 célibataires ou veuves du même âge en fournissant 26 à 27. L'écart est donc considérable. Une légère différence existe à cet égard dans la statistique de l'Écosse pour 1861 et 1862. La mortalité des femmes mariées de 15 à 30 ans y est supérieure à celle des filles comme en France, pour devenir inférieure de 30 à 40 seulement. Passé cet âge, les décès des mariés prédominent légèrement sur ceux des célibataires. Le climat ou d'autres causes locales peut expliquer cette différence. La conclusion de ces études récentes, c'est que le mariage est un élément de santé bien plus qu'on ne le supposait, qu'il exerce surtout une salutaire influence chez l'homme aux âges de vigueur, chez la femme au retour de l'âge, en raison des dangers de l'enfantement qui avant en atténuent les avantages. Par cette union, l'homme ajoute 5 années à son existence, la femme 4. La mortalité inférieure des mariés, malgré les dangers inhérents à la maternité, indique déjà qu'ils sont moins exposés aux maladies que les célibataires. Sur un nombre donné de malades à une époque quelconque, dans une ville, une province, une nation ou l'Europe entière, on constate toujours plus de célibataires que de mariés. Les maladies de ceux-ci sont aussi moins graves. En rendant la vie physiologique plus normale et complète, en la développant, le mariage rend aussi plus résistant aux influences épidémiques. Un seul marié fut atteint dans l'épidémie de Pégomas en 1779. Celle de méningite cérébro-spinale qui régna à Strasbourg en 1841 atteignit seulement 19 mariés sur 90 victimes. L'état normal du mariage créait seul cette immunité. Guy Meerbroek observa que les nouveaux mariés furent presque tous atteints dans la peste de Moscou. Il en fut de même à Toulon dans l'épidémie colérique de 1833. La lune de miel en est ici la cause, comme l'état de grossesse de couches d'allaitement expose les femmes à ressentir ces influences. La grippe de 1775 en France les atteignit spécialement, comme le choléra de 1852 en Pologne. En attachant à la vie le mariage préserve du suicide et de la folie. Voltaire a le premier émis l'opinion que les célibataires seuls se suicident par dégoût de la vie. Fallerait a montré par des recherches scrupuleuses dans diverses capitales que sur 1000 suicidés, il y avait 67 célibataires. Des 4595 suicidés qui ont servi de base à l'étude de M. Brière de Boisemont sur ce sujet, dans Du suicide et de la folie, Paris Librairie Garnier-Brière, 2080 étaient célibataires et 560 veufs contre 1644 mariés. Georget, sur 764 hommes aliénés, a compté 492 célibataires et 50 veufs contre 201 mariés. Sur 1726 folles, il y avait 980 célibataires et 291 veuves contre 397 mariés. La même prédominance des célibataires pour le suicide et la folie ont été confirmées par les récentes recherches de M. Bertillon. La statistique judiciaire en France a montré que sur 100 prisonniers, il y a 60 célibataires et 40 mariés. De 1825 à 1850, sur 100 accusés d'attentats contre la propriété, 58 étaient célibataires. Il y en avait 52%
dans les attentats contre les personnes et 64% dans les accusés pour vol. L'influence du mariage est aussi salutaire au point de vue de la criminalité d'après M. Bertillon. Celle-ci étant de 100 pour les célibataires, mais pour les époux que de 49 dans les crimes contre les personnes et de 45 contre les propriétés. Celle des veufs et surtout des veuves est en général plus élevée. Il est consolant de voir que les considérations de l'ordre religieux, les exigences de la société et les résultats inflexibles de la statistique se réunissent pour montrer dans le mariage une école de perfectionnement moral, de modération et de longévité, un préservatif et un correctif des passions qui détruisent la santé, étouffent la voix de la conscience, pervertissent la raison et entraînent au crime, au suicide et à la folie. Ces prérogatives de l'état conjugal viennent surtout des secours mutuels, des conseils réciproques que se prodiguent les époux et qui compensent avec usure tous les soucis, les peines et les fatigues qui l'accompagnent. Ils donnent toujours le meilleur ami ou la meilleure amie, tandis que, en dehors de la société conjugale, l'amitié est presque toujours un vain mot, une chimère. Les mariés sont mieux soignés dans leur maladie, ils en prévoient les suites dès le début, ce qui n'arrive pas à celui qui vit seul, sans la protection ni les caresses de sa famille. L'activité que doit déployer le chef de famille pour survenir à ses besoins est aussi un élément de santé et de longévité, comme l'exercice et le travail modéré. En exemptant les dangers et des maladies qu'entraîne la Vénus errante et fortuite, la vie conjugale préserve surtout des excès de la copulation si fréquents dans la vie inquiète, égoïste et vagabonde du célibataire. Oui, le mariage coopère au plus convenable développement de nos facultés affectives, intellectuelles et morales et préserve de l'abus de leur exercice en faisant contracter des habitudes d'ordre et de saine discipline, physique et morale. La vie commune prévient chez les époux l'excitation débilitante, l'exténuation que produit le changement en amour. Par la régularité qu'il apporte dans les actes de sa vie, le calme dont il entoure l'existence et l'harmonie qu'il établit dans l'exercice fonctionnel des besoins organiques, il contribue à la bonne santé et à la longévité, non moins qu'aux bonnes mœurs et à l'ordre de la société. En vain se forgent des épigrammes plus ou moins aigus, des pointes sont lancées contre le mariage et ses inconvénients. Il en est d'elles comme de celles qui sont dirigées contre la médecine et les médecins. On applaudit au ridicule en se moquant d'eux, mais tout le monde les appelle dès qu'on se sent sérieusement malade et les plus crédules se confient même à l'empirisme d'un charlatan. De même aussi, tout le monde se marie ou contracte un pseudo-mariage et si, se trompant de calcul, on préfère aveuglément les unions réprouvées par la religion et la société. Monsieur Thévenin a dit ainsi « Marie-toi, tu feras bien. Ne te marie pas, tu feras mieux. Mais surtout, n'oublie pas que le mieux est l'ennemi du bien. » L'instinct universel le comprend ainsi et c'est pourquoi l'immense majorité se décide pour le bien, comme les statistiques officielles le montrent partout. Sur 20 061 725 âmes en Angleterre et le pays de Galles en 1860, il y eut 169 600 mariages. En France, la même année, il y eut 288 936 sur 57 382 225 habitants, dont 15 648 à Paris sur 1 696 141 habitants. Il y eut également 126 496 mariages pendant cette année en Espagne sur 15 millions et demi d'habitants, dont 2614 à Madrid sur 298 426 habitants et 1783 à Barcelone sur 189 948 habitants. 130 731 furent célébrés à Madrid en 1861 et 128 696 en 1862. L'Espagne est donc le pays où l'on se marie davantage. Les 9/11 de la population de Madrid sont ainsi composés de mariés ou qui ne peuvent encore l'être, bien que ce soit dans les grandes capitales où il y ait le plus de tentation à s'éloigner du mariage. Ces unions honteuses et déshonorantes cherchent une espèce d'impunité dans la confusion des grandes villes. Sur 8 873 937 célibataires relevés dans le recensement officiel de 1860,
plus des 3/4 étaient au-dessous de 20 ans. L'état de mariage est donc le plus universellement embrassé. L'homme satisfait à ce tribut avec le plus de régularité qu'à celui de l'impôt. L'entraînement réciproque au mariage est si naturel et impérieux que ceux qui le connaissent par expérience, comme les veufs et les veuves, ont encore plus de tendance à le contracter que les célibataires. Est-ce par calcul des avantages de santé, de longévité et de moralité qu'il procure au physique et au moral, comme nous l'avons montré ? Assurément non, car les statistiques de M. Bertillon, qui les ont mis en lumière, sont toutes récentes et encore ignorées du plus grand nombre. C'est donc un besoin intime, un goût naturel et spontané plutôt qu'un effet de raisonnement comme M. Bertillon fils vient de le mettre en évidence d'après la statistique des Pays-Bas pendant la période décennale de 1855 à 1864. Les garçons de 22 à 24 ans s'y marient dans la proportion de 46 pour 1000 vivants et par an, tandis que la proportion des veufs à cet âge est de 213, soit 5 fois plus. À l'âge de 25 à 35 ans, où le mariage est le plus fréquent pour tous les hommes, les garçons y convolent dans la proportion de 110 à 112 sur 1000 chaque année, tandis qu'elle s'élève à 327 et 356 pour les veufs de cet âge. Plus tard, l'ardeur du mariage diminue pour les uns comme pour les autres, mais toujours, à tous les âges et sans aucune exception, la nuptialité des veufs reste 3 et 4 fois plus grande que celle des célibataires du même âge. Une démonstration encore plus péremptoire de cette proportion naturelle, c'est le mariage des divorcés dont la statistique comparative peut se faire en Hollande comme en Belgique et en Suisse. Or, malgré tous les raisonnements plausibles qui semblent l'exclure, l'expérience démontre le contraire. Jusqu'à 25 ans, la nuptialité des divorcés est un peu moindre que celle des célibataires, sans doute en raison de leur petit nombre car, au-dessus de cet âge, ils prennent amplement leur revanche. De 30 à 35 ans, leur nuptialité est de 186 et elle emporte de moitié sur celle des célibataires qui est de 112. Elle continue à augmenter si rapidement jusqu'à 45 ans qu'elle est alors 6 fois au-dessus de celle des célibataires et dépasse même celle des veufs. Elle s'affaiblit ensuite, mais en conservant toujours son avantage sur la nuptialité des célibataires et des veufs. Les empêchements que la raison semble opposer au mariage des divorcés sont donc nuls. L'amour de la vie conjugale est si profond chez les hommes qui en ont une fois goûté les charmes qu'il reprend le dessus à partir de 30 ans. Car loin d'être isolés, ces résultats se retrouvent presque identiques en Suisse où la nuptialité des célibataires est plus faible qu'en Hollande, mais où celle des veufs est encore bien plus grande. Et ils s'y marient à chaque âge 4 fois plus que les garçons. Dès l'âge de 25 à 30 ans, les divorcés suisses ont une nuptialité double des garçons et cette différence augmente comme en Hollande à mesure qu'on avance en âge. Elle est du triple au simple de 35 à 40 ans et elle l'emporte sur celle des veufs de 45 à 50 ans. Que la mort rompe l'association conjugale ou les malheurs domestiques, on voit que l'homme qui l'a contractée une fois semble la regretter aussitôt qu'il l'a perdue. Et à certain âge, pour ne pas dire toujours, il se hâte de réparer cette perte. Quel que soit son âge, il sent le prix de la vie de famille plus que celui qui ne l'a jamais connu. Loin de se réjouir d'y être soustrait, comme les caricaturistes l'ont souvent inventé, il s'empresse de se replacer sous un joug qui, sans doute, n'est pas aussi pénible qu'on le prétend. La même tendance se retrouve chez les femmes, quoique dans une proportion moindre. En Hollande, où la nuptialité des filles de 18 à 21 ans est de 22, celle des veuves du même âge est de 44. De 25 à 29 ans, que la nuptialité est la plus forte, il y a 115 filles et 157 veuves sur 1000, différence qui se maintient jusqu'aux limites de l'âge. Les divorcés se marient moins que les filles jusqu'à l'âge de 30 à 35 ans, mais plus tard leur nuptialité dépasse même celle des veuves et reste 2 fois à 2 fois et demi plus forte que celle des filles. Les résultats presque identiques constatés en Suisse leur donnent donc une grande valeur, quoique reposant sur des nombres moindres que pour les hommes divorcés. Tout en étant moins prononcé que chez l'homme veuf, la même tendance à une seconde union existe aussi chez la femme dès que la mort du mari est venue rompre la première. Il en est si exactement de même aussi chez les divorcés que,
Comme chez les hommes, il faut l'arrivée d'un certain âge pour que les inconvénients du premier mariage soient oubliés. Quant à l'affaiblissement marqué de la nuptialité dans les deux cas, l'explication s'en trouve dans cette règle, que les femmes ont moins besoin de nous que nous avons besoin d'elles. Sauf de légères différences dans les autres pays d'Europe, la statistique a constaté les mêmes faits en France et en Angleterre, à Paris comme à Berlin et surtout en Belgique, où la différence entre la nuptialité des veufs et des célibataires est plus marquée que partout ailleurs. Mais c'est à la condition de calculer et de comparer suivant les âges et non en masse comme on l'a fait jusqu'ici. Il est évident que le garçon ou la fille n'ayant pas eu de goût au mariage avant 30 ou 35 ans ne se marieront guère plus tard, tandis que les veufs et les veuves de tout âge, comme les divorcés, conservent en général la même inclination qui les a fait se marier une première fois. Cette unanimité de résultats est donc un puissant argument en faveur de l'institution du mariage. Elle en est un encouragement. En éclairant l'économiste ou le législateur, elle détruit les préjugés répandus par des moralistes chagrins et des romanciers mal instruits. Voilà, notre lecture d'extrait s'arrête là pour aujourd'hui, mais reviendra très vite, ne vous inquiétez pas. En attendant, pour ne pas rater les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, portez-vous bien et à une prochaine.